Bienvenue en ce 24 juin, jour de la Saint-Jean. J'espère qu'hier vous êtes allé voir Yves Garry, avec l'inauguration aussi du vieux port, du nouveau vieux port, voilà, avec l'inauguration donc des travaux qui se sont terminés, avec Yves Garry qui a été fait donc sur la digue donc du vieux port. Voilà, donc aujourd'hui c'est la Saint-Jean, Saint-Jean-Baptiste. Je vous invite à fêter donc cette journée avec tous vos amis. Allez, on se retrouve dans quelques petites secondes, juste après l'indicatif, pour votre matinale de Radio Corse International avec nos partenaires de Télépaese. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Voilà, j'espère que vous avez passé une belle soirée. Vous étiez un peu à droite à gauche, j'en ai vous garé aux quatre coins de l'île. Vous allez profiter, j'espère. Voilà, et puis la Saint-Jean, aujourd'hui Saint-Jean-Baptiste, comme je vous disais il y a quelques petites secondes. La Saint-Jean-Baptiste, donc n'oubliez pas de souhaiter une très très bonne fête à tous les gens et à tous les baptistes. On débute avec la météo et l'information avec Philippe Cham. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est une nouvelle fois une journée très ensoleillée et très chaude qui va régner en ce mardi avec des températures qui iront de 28 degrés en bord de mer et jusqu'à 33 degrés dans l'intérieur de l'île. Les brises seront faibles à modérées. Jugé en comparution immédiate pour trafic de drogue et port d'armes prohibées sans aucune autorisation, un quinquagénaire a été condamné hier à 3 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel d'Ajaccio. L'homme avait été arrêté par la BAC lors d'un contrôle routier le 17 juin sur la rocade de la cité impériale. Lors de perquisitions, les policiers avaient découvert à son domicile 30 bonbonnes de cocaïne, 5 morceaux de résine de cannabis et plus de 20 000 euros de liquidités ainsi qu'une deuxième arme de poing de calibre 22. La première avait été découverte dans le véhicule ainsi que de la drogue. Toujours en comparution immédiate, mais à Bastia cette fois, un homme de 63 ans a été condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis probatoire, assorti d'un mandat de dépôt pour des faits de violence avec arme sans incapacité de travail, acquisition et détention d'une arme et de munitions de catégorie C et dégradation de biens. Le tribunal a également prononcé à l'encontre du prévenu une interdiction de détenir une arme pendant 5 ans, ainsi qu'une obligation de soins et l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes. Samedi, à Santa Maria Poggio, en Haute-Corse, l'homme s'était retranché chez lui en possession d'une arme à feu après un différend conjugal. Sous l'emprise de l'alcool, il avait tiré à plusieurs reprises sur le véhicule de l'ami de sa compagne. Après plusieurs minutes de négociation, il avait pu être interpellé par les gendarmes. Une plainte a été déposée au commissariat d'Ajaccio par une jeune fille de 19 ans après une agression à la piqûre lors de la soirée de la fête de la musique à Ajaccio. Le cas n'est pas isolé puisque des appels à attaquer et à piquer des femmes lors de la fête de la musique avaient été lancés sur les réseaux sociaux. 145 personnes ont déclaré avoir été victimes de ces piqûres sur le continent, dont 21 en région parisienne. À l'appel de la CGT de la Corse du Sud, rassemblement hier à Bastelicac pour protester contre la possible délocalisation des facteurs de la commune. Selon le syndicat, le projet d'évolution de la plateforme de distribution de la commune imposée par la Poste engendrerait des suppressions de postes de travail. La CGT appelle la direction à la négociation. Le Sporting Club de Bastia passe son grand oral devant la DNCG ce mardi. Les dirigeants bastiais se disent confiants, même si la menace de rétrogradation plane, puisqu'en novembre dernier, l'institution avait rétrogradé le Sporting Club de Bastia à titre conservatoire pour un défaut de trésorerie. Depuis, la famille Ferrandi a redressé la barre et une dizaine d'investisseurs ont rejoint le capital du club. Et puis, mesdames et messieurs, préparez les cartes bancaires. Le ministère de l'Intérieur vient de fixer les dates des soldes en été. Ils commenceront le 9 juillet, soit 2 semaines plus tard que sur le continent, et se termineront le 5 août. Merci Philippe. On se retrouve tout à l'heure pour votre invité. Ce sera donc Talamoni. On va faire un petit détour. On va partir du côté de Chantilly et de Vincennes pour les pronostics hippiques de notre Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International.
Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Chantilly pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 15, Impitoyable, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la réunion de Vincennes, où dans la première, le 10, King Duril devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la seconde, le numéro 4, Magic Tour. Bon jeu à tous. Merci Rémi. L'horoscope de ce jour, c'est Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour ce mardi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui la communication avec vos proches ou votre entourage proche sera compliquée. Prenez patience, choisissez bien vos mots. Les taureaux, il va falloir accepter la réalité de certains défis, épreuves ou événements que vous n'arrivez peut-être pas à dépasser. Tant que vous n'aurez pas accepté cette vérité-là, vous risquez de rester un petit peu bloqué. Les Gémeaux, aujourd'hui, ça ne sera pas une journée portée à faire des décisions, à faire un choix. Ce n'est peut-être pas plus mal, autant vous n'avez clairement pas la tête à ça. Les Cancers, vous pourriez avoir une émotion assez triste, ou voire même un peu de colère envers quelqu'un qui aurait pu se jouer de vous faire des promesses que cette personne n'aurait au final pas du tout tenues. Les lions, même si les choses mettent du temps, vous allez avoir quand même des résultats positifs dans ce que vous souhaitez et par rapport à quelque chose où vous mettez beaucoup d'espoir ou d'énergie. Soyez patient, ça va venir. Les vierges, les émotions négatives ou mal gérées peuvent vous faire énormément mal au corps. Vous pourriez avoir des douleurs musculaires, des migraines, de la fatigue, du stress ou tout ce genre de choses. Détendez-vous. Les balances, vous allez penser à des changements, à de la nouveauté à mettre en place dans votre vie et vous n'hésiterez pas à passer à l'action quand vous vous sentirez capable de le faire. Les scorpions, vous pouvez rencontrer une énergie assez stagnante dans le domaine sentimental. Peut-être que ce ne sera pas la journée où vous allez le plus vous comprendre entre vous et votre compagnon ou votre compagne. Les sagittaires, vous n'allez pas avoir toutes les réponses que vous désirez dans les temps que vous avez pu concevoir ou imaginer. Faites preuve de patience, les réponses arriveront avec un peu plus de temps. Les Capricornes, vous pourriez avoir des nouvelles d'un ex-compagnon, d'une ex-compagne, de quelqu'un que vous avez fréquenté plus ou moins longtemps dans votre passé. Les Verseaux, il va falloir passer à l'action plutôt que de ruminer et ressasser certains faits du passé qui peuvent être douloureux et compréhensifs, bien entendu, mais si vous ne bougez pas, rien ne se fera. Et enfin, les Poissons, vous avez déjà ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer, évoluer. Vous avez même les réponses dont vous avez besoin. Et en fait, tout est déjà en vous. Vous avez surtout besoin de vous rassurer par vous-même et de vous ancrer davantage pour pouvoir avancer sereinement. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Et on va retrouver notre philosophe, Christophe Dicaro. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle philo-chronique sur RCI et Télépaèse. Alors aujourd'hui, nous allons traiter du vivant, de la vie et de la naissance ou de la renaissance. Bref, tant de thèmes philosophiques qui peuvent nous rendre finalement heureux. Effectivement, la philosophie doit rendre heureux, c'est l'aboutissement ultime. Comme disait l'autre, philosopher, c'est apprendre à mourir, mais mourir heureux, c'est l'essentiel. Alors, aujourd'hui, la vie, le vivant, justement, puisque nous parlons de mourir, nous pourrons poser la question, une question très simple, la vie précède-t-elle le vivant ? Autrement dit, deux mots qui, a priori, appellent exactement
le même qui appelle exactement la même approche, du moins la même approche, on va dire sémantique, et qui pourtant n'ont pas la même signification. Alors c'est une question très bergsonienne. Bergson qui, dans son ouvrage L'évolution créatrice, eh bien, nous parle de cet élan vital qui finalement nous met en mouvement pour créer quelque chose. Et justement, la vie, c'est ce mouvement. C'est-à-dire, avant que les choses existent, par exemple, vous voulez peindre un tableau, vous êtes inspiré. Et cette inspiration, c'est selon Bergson, l'élan vital. C'est cette vie qui coule en vous et qui vous pousse à pousser vers l'avant justement un tas de choses, un tas de passés, un tas de pensées, un tas de volontés qui vont donner une création. Et la création, eh bien, ici nous sommes dans le domaine par exemple de la peinture, vous peignez, la création c'est votre tableau. Et comme dit Confucius, une fois que le tableau est né, il n'appartient plus à son auteur. Donc il est vivant par lui-même. Et voilà que nous touchons au vivant. C'est-à-dire qu'on a l'élan créateur, cet élan vital qui emmène la vie et puis qui crée le vivant, qui se développe par lui-même et qui à son tour va être inspiré par la vie pour donner du vivant. Donc vous voyez comment finalement, à une échelle beaucoup plus macrocosmique, une échelle universelle, eh bien lorsque l'on se questionne sur la notion de rien, que, évidemment, nous ne pouvons pas définir en tant que tel, puisque le rien, a priori, n'existe pas, donc il y a toujours quelque chose à l'œuvre, eh bien, il y aurait ce premier élan vital qui peut nous remonter finalement au Big Bang, à cette notion que quelque chose avance, quelque chose peut être des forces entre l'espace et le temps qui emmène un mouvement. Et cette dynamique, ce mouvement premier, comme le dirait Aristote dans sa physique, eh bien, engendrerait le vivant. Autrement dit, avant qu'il y ait du vivant, il y a déjà de la vie. Et la vie, selon Bergson, ça peut être la force vitale, la force liée au soleil, au feu, qui va venir brûler, qui va venir donner eh bien, des substances organiques, des explosions en permanence dans le corps. C'est ce qu'on va retrouver dans nos ouvrages L'énergie spirituelle. Et finalement, nous faire projeter vers l'avenir une réalisation parfaite. Parfaite pourquoi ? Puisqu'elle vit par elle-même, puisqu'elle est vivante. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, une touche donc positive et optimiste pour cette dernière philochronique de la saison. Et oui, car toutes les bonnes choses ont une fin, mais comme le dit Héraclite, de chaque mort, eh bien, il y a une renaissance. Nous nous retrouverons donc lors de la saison prochaine, toujours mieux nés, deuxième fois nés et encore plus fort et plus beau. Merci beaucoup, je parle surtout pour Auguste. Merci beaucoup et à très bientôt sur Télépaèse et RCI. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Voilà, on va poursuivre avec notre invité Jean-Guy Talamone et au micro de Philippe Jam et de Radio Corse International. Notre invité aujourd'hui, Jean-Guy Talamone, figure du nationalisme corse à l'occasion de la sortie de son livre L'Enracinement aux éditions Le Bordelot, édition Spondi. Jean-Guy Talamone, bonjour. Bonjour. Alors ce livre se veut un essai sur l'imaginaire polyphonique corse, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, l'imaginaire, il faut prendre le mot non pas au sens de l'imagination débridée, de ce qui n'est pas réel, parce qu'on peut aussi le comprendre comme ça. L'imaginaire, c'est ce filtre à travers lequel nous voyons la réalité. Tous les êtres humains voient la réalité. Alors, il y a des imaginaires personnels, il y a des imaginaires de groupe, et puis des imaginaires de peuple. Et tout cela fait que l'être humain voit la réalité d'une certaine manière, et donc se comporte d'une certaine manière. Donc, c'est très sérieux. L'imaginaire, ça n'est pas quelque chose qui est anecdotique. Je prends souvent cet exemple qui est, je crois, assez parlant. C'était une personne assez âgée, c'était un vieux Corse qui avait fait toutes les guerres, et qui disait de manière très lucide, vous savez, nous les Corses, lorsqu'il y avait une mission périlleuse, nous étions toujours volontaires. Mais nous avions peur autant que les autres, autant que les Pinsoudi, qui n'étaient pas, eux, volontaires aussi facilement. Alors pourquoi nous y allions quand même ?
parce que nous nous voyions comme des guerriers, les autres aussi d'ailleurs nous voyaient comme cela, et nous ne voulions pas ternir cette image que nous avions de nous-mêmes et que les autres avaient de nous-mêmes, bien entendu. Donc vous voyez un petit peu comme l'imaginaire peut vous conduire à avoir des comportements qui sont déterminants pour votre avenir et même pour votre existence. Justement, polyphonique parce qu'il y a plusieurs imaginaires. En fait. Alors polyphonique parce que en fait, ce que l'on veut dire par là, s'agissant des imaginaires historiques, c'est qu'en Corse, il y a différents imaginaires, différentes interprétations historiques, différentes mémoires. Alors bien sûr, il y a l'imaginaire national corse, qui semble majoritaire aujourd'hui, qui a tendance bien sûr à valoriser l'action de Pasquale Baoli au XVIIIe siècle, mais il y a d'autres imaginaires en Corse. Il y a une interprétation historique pro-française, qui évidemment doit avoir droit de citer. Il y a des imaginaires dans certains endroits, notamment à Bastia ou à Bonifacio, des imaginaires génois. Donc, il y a un imaginaire grec à Cargès. Enfin, ce sont des interprétations historiques qui sont différentes, parce que les Génois n'ont pas entretenu avec le mouvement national au XVIIIe siècle de très bonnes relations, et les Grecs non plus du reste à l'époque. Donc, si vous voulez, tous ces imaginaires-là sont parfois en contradiction, et il ne s'agit pas pour nous de contribuer à la rédaction d'un roman national, donc un peu comme les Français avaient le Lavis à une époque, mais plutôt à cet imaginaire polyphonique dans lequel toutes les interprétations historiques peuvent dialoguer, toutes les interprétations historiques ont droit de citer, et c'est un dialogue qui est fécond, parce que en fait, toutes ces interprétations, toutes ces mémoires qu'il y a en Corse, eh bien, ce sont des mémoires qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes le produit de tout cela. Donc, voilà pourquoi polyphonique et non pas récit univoque donnant, je dirais, une version officielle de la réalité historique. Donc, voilà pourquoi nous parlons, je propose l'expression imaginaire polyphonique. Comment est venue l'idée de ce livre, en fait ? Alors ce livre, en fait, j'ai commencé à l'écrire après une conversation que nous avions eue à Paris. Un ami de Marie Ferrand qui m'avait dit, vous savez, ça serait intéressant que vous puissiez répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est d'être Corse aujourd'hui ? Être Corse aujourd'hui. Alors bien sûr, il est difficile de répondre à cette question de manière absolue. Moi, dans ce livre, je livre une manière d'être Corse, donc certains de nos compatriotes ne seront pas forcément d'accord avec toutes les pages de ce livre, mais c'est une mémoire, une façon d'être Corse, et j'aborde donc un certain nombre d'éléments qui sont important dans notre imaginaire. Par exemple, je parle de la question des armes. Bon, c'est une question toujours d'actualité. Je parle de la question la question de l'argent. Je parle bien sûr, des questions politiques. Je parle du clanisme. Je parle de la vengeance. Ce sont des choses qui font partie de l'image d'Épinal, mais qui font également partie de ce que nous sommes. Parce que l'image d'Épinal, en général, elle dit quelque chose de nous, même si elle est caricaturale, déformée, tout ce que l'on veut. À part peut-être l'histoire du Corse fainéant, qui lui, c'est vrai, n'est basée sur aucune réalité. Mais les autres points de l'image d'Épinal, de l'ethnotype, comme on dit donc techniquement, nous disent quelque chose de ce que nous sommes. Bien sûr, l'ethnotype n'est pas juste, il est caricatural, mais il y a des choses qui, lorsqu'on parle des armes, la culture des armes, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est un élément, effectivement, de notre culture. Moi, je ne fais pas du tout l'interprétation que font certains de cette culture, parce qu'on y voit le mauvais côté, effectivement, et on peut le toucher du doigt lorsque de jeunes gens sortent dans les établissements de nuit sous l'emprise de substances diverses et armées. Alors évidemment, je veux dire, ça n'est pas spécialement culturel. Est-ce que c'est la culture des armes ou la culture de la drogue ? De la même manière, quand quelqu'un est sous l'emprise de l'alcool et qu'il conduit, est-ce que c'est la culture de la voiture ou la culture de l'alcool ? Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que en réalité, ce que l'on appelle la culture des armes, c'est effectivement quelque chose qui a été observé par tous les scientifiques depuis fort longtemps. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Je me souviens notamment le magistrat Henri Ross avait écrit un livre il y a plusieurs dizaines d'années sur les armes en Corse. On sait tout ça. Beaucoup de littérature donc a été faite sur cette question. Mais il faut voir l'aspect positif. Moi, je fais observer que en 1943, la Corse a été la première à se libérer.
Ben, c'était parce qu'il y avait des Corses qui étaient armés, qui savaient se servir des armes, et des armes qui étaient illégales. Et donc, aujourd'hui, on nous dit d'un côté que la guerre est aux portes de l'Europe, qu'elle sera peut-être demain au cœur de l'Europe. Je l'ignore totalement, on ne sait jamais. Peut-être il y a aussi certains discours qui peuvent apparaître comme catastrophistes, mais dans le même temps, la préfecture engage une action, déposer les armes. Alors d'abord, déposer les armes, c'est un peu curieux comme expression, parce qu'en général, c'est aux ennemis qu'on dit ça, pas aux populations qu'on est censé administrer. Et puis, le fait de vouloir, y compris d'ailleurs en France même, désarmer, je dirais, les chasseurs, les tireurs sportifs, etc., parce qu'on nous parle d'armes légales. La préfecture parle d'armes légales, ce qui est, à mon avis, une position complètement démente, comme si le grand banditisme utilisait des armes déclarées à la préfecture pour régler les comptes. Donc, vous voyez comme finalement il peut y avoir sur cette question de la culture des armes différents angles de vue, et moi je dis il faut voir aussi l'aspect positif qui est que les Corses ont su collectivement se défendre dans les moments importants. Aujourd'hui, le peuple corse, il est en danger. Alors en danger, vous savez, je crois que tous les peuples sont en danger et tous les peuples ont été en danger au cours de l'histoire. Même les plus grandes civilisations, vous savez, Paul Valéry a écrit « Nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels ». Bon, donc bien sûr que le peuple corse n'échappe pas à la règle, même si François Mitterrand avait dit il y a quelques dizaines d'années « Vous portez en vous une indestructible identité ». Alors, ça n'est pas vrai. Il n'y a aucune identité qui soit indestructible. Si elle a été, l'identité corse jusqu'à maintenant, indestructible, c'est parce qu'il y a des Corses qui l'ont défendue, tout simplement. Et bien sûr, il faudra continuer à lutter pour défendre ce que nous sommes collectivement, avec des moyens qui peuvent être tout à fait pacifiques, du reste, les moyens de la politique. Mais en tout cas, bien sûr, si les Corses démissionnent, s'ils abdiquent, comme c'était un peu le cas au début des années 70, moi j'ai connu cette période, je suis né en 60, à l'époque, la plupart des Corses ne savaient même plus ce que c'était que d'être Corse. Ils avaient oublié qu'ils avaient été une nation, ils voulaient être, comme on disait à l'époque, des Français comme les autres. Lorsque vous parliez Corse, enfant, des personnes plus âgées vous disaient, dans un Corse impeccable d'ailleurs, ma ungioranunda di parla ugursu, impara a parlar l'inglese mica ugursu, ungioranunda ugursu. Vous voyez, donc ça c'était une idée qui était complètement stupide, mais bien entendu que les Corses avaient intégré, parce qu'on leur avait, on leur avait fait croire que leur langue, que leur culture n'avait pas de valeur. Donc moi j'ai connu très peu, bien sûr, parce que j'étais très jeune quand le riacuiste donc s'est développé, mais j'ai connu une période où les Corses n'étaient même plus disposés à combattre pour conserver leur identité. Et puis, il y a eu ce que l'on a appelé le miracle du riacuiste, avec, bien sûr, le développement de groupes culturels, d'auteurs, de littérature, et puis, bien sûr, les mouvements politiques, et le FLNC, etc. Alors, ça a été un moment un petit peu très inattendu en fait, très inattendu, un moment magique, et on l'a qualifié de miracle. Certains auteurs ont parlé du miracle, miracle parce qu'effectivement, ce peuple-là avait quand même en son sein les ressources pour défendre ce qu'il était. Et donc, il y a eu évidemment plusieurs dizaines d'années de lutte. Alors c'est pour ça que moi aujourd'hui, lorsque certains sont un petit peu pessimistes, y compris d'ailleurs dans le mouvement dont je fais partie, certains disent c'est pas possible, mais on est dans une situation, la langue corse, etc. Je leur dis, vous savez, moi j'ai connu une période où nous étions beaucoup plus mal. Alors, pas forcément en termes de pratique de la langue, puisque dans les débuts des années 70, la langue était davantage parlée, même à Bastia. Mais la conscience linguistique était tout à fait nulle. C'est-à-dire que les Corses qui étaient corsophones naturels pensaient que ça n'avait aucune valeur. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas corsophones naturels, ceux qui ont perdu la langue dans les familles, et il y en a beaucoup malheureusement, ils savent que la langue est importante et ils essayent pour un certain nombre d'entre eux de la récupérer. Vous voyez, donc cette conscience linguistique, c'est quelque chose de très important. Donc, est-ce que le peuple corse est en danger? Je dirais que tous les peuples sont en danger, le nôtre n'échappe pas à la règle. Eh bien, il faut se donner les moyens de défendre ce que nous sommes collectivement. Justement, les moyens, ça passe par justement la nouvelle génération, vous en parlez dans votre livre. Absolument. Moi, je suis persuadé
persuadé que la nouvelle génération recèle des ressources vraiment importantes pour notre peuple, pour notre pays. On l'a vu lorsqu'il y a eu l'assassinat d'Ivan Colonne, ce sentiment d'injustice qui a apporté tous ces jeunes dans la rue. D'ailleurs, parmi ces jeunes, il y avait des jeunes gens dont les parents étaient arrivés en Corse quelques années auparavant, donc qui n'étaient pas des Corses d'origine, hein, qui étaient vraiment des Corses d'adoption, mais ils étaient prêts à se battre pour cette idée de la Corse. Donc ça veut dire en fait qu'ils étaient Corses. Et moi je crois vraiment que cette jeunesse, composée de Corses d'origine, de Corses d'adoption, je crois que l'idée nationale corse a gardé sa force propulsive, et on le voit dans ce genre de circonstances. Et donc moi je fais confiance à cette jeunesse. Alors s'agissant de la question plus politique, moi je pense qu'il est temps de confier à cette jeunesse la direction des opérations. Nous l'avons fait dans le mouvement auquel j'appartiens, qui est Corsica Libera, aujourd'hui Nazione. Hein, donc nous avons, moi-même d'ailleurs, je n'ai plus voulu être à l'exécutif pour que les jeunes qui aujourd'hui sont aux manettes puissent avoir toute liberté de... Alors, bien entendu, les plus âgés sont là pour donner, quand on les consulte, un certain nombre, un coup de main, bien sûr, ça on le fait évidemment au quotidien. Mais je crois que si les autres mouvements faisaient la même chose, puisqu'il y en a plusieurs, donc dans la famille, on dit la famille nationaliste. Bon, le mot famille pourrait aussi être discuté, mais enfin bref. En tout cas, donc, dans cet ensemble, si tous les autres faisaient la même chose, ça serait à mon avis plus facile d'arriver à une nouvelle dynamique qu'en remettant autour de la table les mêmes dont j'ai fait partie. Parce que nous avons des discussions, nous avons eu des discussions, des conflits, il y a des passifs, il y a... Bon, et puis la loi de la nature, c'est à un moment donné que les jeunes remplacent les plus âgés. Ça, c'est la loi de la nature. Mais il y a aussi des vieux qui luttent contre la loi de la nature. Alors on trouve aussi de nombreuses références universitaires et d'expériences politiques dans ce livre, notamment vous faites référence à un livre du XVIIIe siècle de Don Gregorio Salvini. Oui, la justification, qui est écrite en italien, mais qui fait partie de la littérature corse, alors d'expression italienne, comme il y a une littérature corse aujourd'hui, d'expression française, je pense par exemple à Jérôme Ferrari ou Marie Ferrante, et il y a évidemment une littérature d'expression corse, à laquelle nous participons. Ce livre donc du XVIIIe siècle est un livre très important parce qu'il porte... Il porte bien sûr une position politique qui est celle des paolistes, donc à l'époque de l'État paolien. Salvini est un proche de Paoli. Mais il y a autre chose. Il y a dans ce livre est aussi une Bible de l'imaginaire corse. On y trouve tous les thèmes que je développe moi dans le mien. Lorsque je parlais de vengeance, des armes, bien sûr du clan, de la politique, etc. On trouve tout ça. On trouve l'esprit de parti, on trouve tout ça dans la justification. Pour le dire en français, comme il y a maintenant des traductions en français qui sont disponibles en librairie, c'est un livre très important sur le plan historique, mais c'est un livre très important sur le plan littéraire, et c'est un livre très important pour l'imaginaire corse. Alors, je l'ai pris comme fil conducteur un petit peu de mon propre ouvrage. Vous évoquez aussi Emerson. Alors Emerson, parce que Emerson, c'est quelqu'un qui, au XIXe siècle, aux États-Unis, a prononcé une déclaration d'indépendance culturelle des États-Unis. Alors les États-Unis étaient indépendants sur le plan sur le plan politique, puisque ça s'est passé après la déclaration d'indépendance de 1776. Mais Emerson, lui, voulait que les Américains se séparent aussi de la culture et de la littérature européenne et créent leur propre littérature, leur propre philosophie. Et nous ne sommes évidemment pas dans les mêmes circonstances. D'abord, la Corse n'est pas indépendante, loin de là. Ensuite, nous sommes un tout petit pays. Mais nous avons aussi des choses que n'avaient pas les Américains de l'époque. C'est-à-dire que nous avons une langue, alors que les Américains n'avaient pas une langue états-unienne, et non toujours pas d'ailleurs. Et nous avons aussi, parce que nous sommes aussi une vieille nation, nous avons aussi toute une histoire littéraire, en langue latine, en langue italienne, en langue française, mais en langue corse également.
nous avons une histoire littéraire. C'est que, bien sûr, on a voulu dire aux Corses que leur culture n'avait pas de valeur. Mais vous savez, aujourd'hui, chacun sait que au XVIIIe siècle, par exemple, eh bien, on trouvait dans les anthologies de la littérature italienne des auteurs corses, comme Filippini. Donc, la Corse participait au monde italien et la Corse avait... Donc, nous avons une capitale intellectuelle, littéraire, hein, peut-être... enfin, en tout cas, qui mérite d'être défendue et poursuivie. Trop souvent chez nous, il y a une tentation de nous couler dans un certain nombre de moules, hein, de modèles, et notamment le modèle français. On sent qu'il y a une espèce de surmoi, hein, qui est due à la domination coloniale, hein, pendant très longtemps. Non, nous ne sommes pas là pour ressembler dans ce que nous écrivons, dans ce que nous disons, même lorsque nous le disons et l'écrivons en français. Nous ne sommes pas obligés de nous couler dans le modèle hexagonal. Et essayons d'être véritablement ce que nous sommes, de développer notre identité, de la défendre pour nous rendre, comme disait Léopold Sédar Senghor, au rendez-vous de l'universel avec quelque chose dans les bras, quelque chose à partager. Si nous ne conservons pas ce que nous avons en propre, notre identité, notre culture, notre littérature, notre art, notre manière de participer au monde, notre imaginaire, si nous ne préservons pas tout cela, nous allons nous rendre au rendez-vous de l'universel avec quoi? Avec ce que nous aurons emprunté à d'autres. Alors voilà, moi j'appelle aussi les Corses, ceux qui écrivent, ceux qui parlent, ceux qui vivent tout simplement, hein, parce que ça c'est aussi dans la vie de tous les jours, d'arrêter de vouloir imiter les autres et d'avoir un complexe, c'est le complexe du colonisé, hein, qui a été d'ailleurs très bien analysé par Albert Memmi et par Frantz Fanon. Donc il faut à un moment donné que nous soyons ce que nous sommes, précisément parce que c'est la voie vers l'universel aussi, la singularité. Hein. C'est l'auteur portugais Miguel Torga qui disait donc l'universel c'est le local sans les murs. Le local sans les murs. Alors, bien sûr, il ne faut pas de murs, mais c'est le singulier, hein, qui permet de conduire à l'universel. Ce n'est pas aujourd'hui emprunter tout ce qui est fait ailleurs. Que ce soit du reste à Paris ou à Rome, hein, puisque nous avons été longtemps aussi sous, je dirais, domination culturelle italienne. Mais il est vrai qu'à l'époque, la Corse participait aussi donc à ce monde culturel. Bon, aujourd'hui, on peut même regretter d'ailleurs qu'il y ait un recul, hein, de ce point de vue-là. On voit d'ailleurs que les lycéens et les collégiens apprennent beaucoup moins l'italien qu'à une époque plus ancienne. C'est dommage de renoncer aussi à cette proximité culturelle que nous avons avec l'Italie. Nous avons la chance d'avoir le français, c'est une chance, hein, la francophonie, ça fait partie aussi de ce que nous sommes, mais nous avons ce lien particulier avec la famille italo-romane, la famille linguistique italo-romane, qui ouvre d'autres portes, hein, y compris très loin, hein, donc en Amérique latine, il y a il y a des latins dont nous comprenons, parce que nous connaissons la langue en Corse, nous comprenons la langue, hein, d'origine, qui soit la langue portugaise ou la langue espagnole. Donc on voit bien que notre corsité linguistique et culturelle n'est pas, je dirais, un facteur de repli, hein, identitaire, comme disent certains, mais au contraire, c'est un facteur d'ouverture, pour autant, bien entendu, que nous nous organisions de cette manière. Jean-Guy Talamoni, merci. Donc merci à vous. On rappelle votre livre, et c'est sur l'imaginaire polyphonique corse. Merci à vous. Merci Philippe pour l'invité. Restez avec nous pour les titres de l'information. Jugé ce lundi en comparution immédiate pour trafic de drogue et port d'armes prohibées sans aucune autorisation, un quinquagénaire a été condamné hier à 3 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel d'Ajaccio. À Bastia, c'est un homme de 63 ans qui a été condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis probatoire, assorti d'un mandat de dépôt pour des faits de violence avec une arme sans incapacité totale de travail, acquisition et détention d'une arme et de munitions de catégorie C et dégradation de biens. À l'appel de la CGT de Corse du Sud, rassemblement hier devant la poste de Bastelicac pour protester contre la possible délocalisation des facteurs de la commune. Météo, le temps sera ensoleillé et chaud. Voilà pour cette matinale de ce 24 juin, de ce mardi 24 juin.
Je vais vous souhaiter de passer une très très bonne journée. Allez, on se retrouve demain, si vous le voulez bien. Même heure, même antenne, avec Télépaèse et Radio Corse International. N'oubliez pas que vous avez des replays, vous avez des podcasts que vous pouvez revoir donc tout au long de la journée. Je vous laisse tranquillement passer votre journée. Soyez prudents sur les routes. Tenete forte et à domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui.